Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Bienvenue à toi, Sylvain, dans le podcast Le jeu du web. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, il y a deux manières pour un humain de se présenter, en tout cas un humain dans notre monde, civilisation développée, c'est-à-dire soit l'entrepreneur ou sa profession, ou soit l'homme derrière tout ça. Alors, par quoi est-ce que tu souhaites nous parler de toi en premier, de qui tu es? Hem, est-ce que non, c'est quelque chose que je cache, la partie, famille. Alors il y a rien de très caché. C'est quelque chose que je mets pas en avant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis un homme ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que je veux sauvegarder? Parce que je suis aussi très investi dans la lutte contre la désinformation, contre le piratage et autres et donc j'essaie de donner pas trop d'infos sur, qui je suis pour de vrai et que parfois j'aime bien me cacher derrière mon image de pédas un peu impertinent, un peu troll, parfois désagréable. Qui m'évite aussi ce que parfois que les gens viennent me parler parce qu'ils ont peur et c'est cool. Alors on va rester sur ce côté-là. J'ai cofondé une asso qui lutte contre la désinformation qui s'appelle C'est vrai ça sur LinkedIn et ça me permet de nourrir ma soif d'apprendre des choses diverses et variées. Je suis le spécialiste pour animer vos déjeuners dominicaux avec la belle famille parce que j'ai plein d'histoires totalement inutiles à raconter grâce à ça, parce que ça fait 5 ans. Et à côté de ça, j'ai aussi créé une école qui s'appelle Le Bahut, qui forme des adultes en reconversion à des métiers du numérique qui embauchent. Le premier étant concepteur pédagogique, savoir utiliser les outils numériques pour créer des formations passionnantes et efficaces. Et le deuxième étant chef de projet IA, savoir mettre en place une vraie stratégie IA, implémenter des solutions open source fiables, éthiques et intéressantes ou efficaces à nouveau. Sur des serveurs sécurisés qui, aident vraiment les collaborateurs à gagner en efficacité ou à gagner en bien-être parce que ça évite de la ressaisie bête et méchante ou à faire des tâches rébarbatives. Mais c'est souvent un peu plus long et compliqué que ce qu'on veut bien lire sur LinkedIn où il y a beaucoup de magie, beaucoup de trucs incroyables où avec un prompt, ça va changer votre vie, vous faire gagner 20 du temps. La vraie vie, c'était plus compliqué et moi, j'aime bien former les gens que savent faire les choses un peu plus compliquées. Voilà un OK. peu le qui Ouais. je suis. Génial. Merci pour cette présentation, qu'on te connaisse mieux. Justement, on va rebondir par rapport à l'IA. J'ai plein d'autres questions à te poser. On s'était dit que cette interview serait basée sur, en fait, la stratégie de marque et de développement, du Bahut, entreprise que tu as créée. Hem, mais du coup, par rapport à l'IA, j'avais envie de te poser cette question qui est sur la au bout des lèvres de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette IA? Est-ce que, toi, tu y vois quelque chose d'un futur où ça va quand même remplacer beaucoup de personnes et créer beaucoup, du coup, de, chômage, de choses, où on n'a plus besoin des gens sur beaucoup de choses? Ou, ça va venir, accélérer les choses? Est-ce que c'est positif déjà ou négatif, ton avis? Ça me fait flipper sur l'évolution qu'on lui prête et sur, la vision qu'ont certains éditeurs d'IA. Parce que alors je suis assez à l'aise avec la position européenne de vouloir réguler, de vouloir encadrer, de vouloir préserver un peu la vie en général. Mmh. Parce qu'il y a des enjeux environnementaux. Il y a des enjeux éthiques. Il faut savoir quand même que l'IA s'est entraînée sur des données avec droit d'auteur, mais qu'ils ont complètement spoliées. Que ce serait intéressant d'avoir une sorte de SACEM parce que vous avez peut-être un super blog incroyable qui explique, l'innovation pédagogique. On va prendre un exemple qui me parle et bah, tous nos articles ont permis de nourrir l'IA et de l'entraîner gratuitement. Ce qui est peut-être pas tout à fait normal parce que ces articles nous appartiennent, qu'on a écrits avec nos petites mains et nos petits cerveaux Mmh. et donc ça questionne par rapport à ça, mais ça questionne sur, l'usage d'IA pour de l'influence. Alors après moi je suis ça m'a énervé ce truc, il est sorti que quand tu poses des questions sur le conflit russo-ukrainien à des IA, elles ont tendance à faire pas mal d'erreurs parce que les Russes ont inondé l'IA de fake news pour que l'IA dise que les Russes n'étaient pour rien et qu'ils ont eu raison de se défendre, par exemple. Sauf que je ne comprends pas pourquoi les gens posent des questions à une IA pour savoir qui est responsable du conflit russo-ukrainien. Pour moi, c'est un très très mauvais usage de l'IA.
Donc c'est presque plus ça qui me fait peur, c'est que les gens utilisent l'IA pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour n'importe quoi, et donc plutôt mal. C'est pour avoir de l'information comme on pourrait aller taper sur Google. Maintenant, peut-être qu'on se dit, bah, je vais aller demander à l'IA, comme ça j'aurai une réponse beaucoup plus précise et beaucoup plus instructive de ce que je ne sais pas, en fait. Tu vois, c'est... C'est le problème, c'est de l'instructif, c'est que l'IA te répondra qu'elle sache ou pas, et toujours avec une confiance en elle, je l'ai personnifiée au féminin, je sais pas pourquoi, dingue, parce que elle te répondra quelque chose. Et ça paraît plausible, c'est bien écrit, mais ça ne t'aidera pas de faire ta propre idée. Et pour moi, l'IA, Oui. ça fait partie des mauvais usages, c'est de travailler avec l'IA sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Parce que l'IA va pas te dire c'est juste, c'est faux, et tu te feras pas ta propre idée à la fin, parce que tu ne présenteras qu'un point de vue, sans nuance. Mm. Pourquoi moi j'utilise pas Perplexity, qui étant des outils chouchou des profs et des élèves? C'est parce que Perplexity, pareil, pas de nuance. Tu lui demandes comment utiliser la théorie des intelligences multiples pour améliorer mes formations. Elle te répond. Elle te dit que c'est une super théorie, que c'est super intéressant. Elle te donne des pistes d'amélioration de tes formations. Cette putain de théorie, c'est un neuromythe démonté depuis 20 ans. Alors oui, 95% des articles sur le web, qui sont des blogs, te disent que c'est génial, mais les scientifiques te disent tous que ça ne tient pas, que ça n'a pas été vérifié et qu'il n'y a rien à en faire. Mais l'IA va te dire que c'est cool. Si tu poses la question à l'IA, mais est-ce que tu es sûr que c'est une théorie qui est valide scientifiquement, elle va te dire ah non, finalement, il y a des articles qui disent que ça ne sert à rien et qu'il n'y a aucune preuve que ça a un impact pour la mémorisation ou l'ancrage d'une information. Mm. Mais c'est si tu lui poses la question. Si tu lui poses pas cette question de est-ce que ça vaut le coup, bah elle te répond que ça vaut le coup. Et c'est là où je trouve dangereux de travailler avec l'IA sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Par contre, l'IA, je la trouve très intéressante pour travailler sur des contenus que tu maîtrises, pour pouvoir te créer, à partir d'un chapitre de cours que tu as écrit, un petit podcast, une petite bande dessinée, un mot croisé de révision, un assistant pédagogique qui te pose plein de questions et qui s'adapte au niveau de l'étudiant et qui lui met des niveaux de difficulté grandissants au rythme de ses bonnes réponses. Mm. Je comprends pas qu'on n'utilise pas plus des chatbots pour aider les étudiants à poser des questions techniques sur un sujet, parce que le prof est pas toujours dispo, parce que pas toujours le temps, et que je trouve ça assez facile à monter et assez intéressant. Après, pour l'anecdote, nous, c'était presque là où c'était plus utilisé, c'est pas sur des formations asynchrones, mais sur une formation présentielle synchrone, Ok. où on utilise Discord, nous, pour communiquer avec nos étudiants Mm. avant la formation et pendant la formation. Et on avait mis un chatbot dans Discord, soit public, soit privé. Donc, soit il pouvait lui demander dans un channel que tout le monde voyait, soit à titre perso, pour qu'il puisse dire, bah, tiens, le prof vient de parler de RAG, j'ai rien compris, qu'est-ce que c'est? Et l'IA répondait sur des réponses courtes, 5 à 8 lignes maximum, Mm. basées sur un corpus documentaire, nous, de plusieurs bouquins à partir desquels on l'a nourri, en sachant qu'on a accès a posteriori à sa réponse pour pouvoir la réviser si besoin. Mm. Mais ça a été très utilisé. Petite peur que ça puisse créer une distraction pendant les cours, et en fait, pas du tout. Ça a plutôt permis à tout le monde de suivre les cours, alors puisqu'ils vont un peu vite, ils sont un peu techniques, et tout le monde n'a pas le même niveau, Mm. et ben ça a permis à tout le monde d'accrocher jusqu'au bout et de pas se sentir largué. Bizarre, parce que tu vois, j'aurais plutôt imaginé en distanciel que les gens posent des questions quand ils veulent. Distanciel, finalement, ce qui marche le mieux, c'est le chatbot de préparation à l'examen. Parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être ultra faussé, mais parce que sur les quelques e-learning où je l'ai fait, le chatbot qui permet d'aller plus loin, en fait, ils s'en fichent. À distance, ils prennent moins de plaisir. Donc, ce qu'ils veulent, c'est réussir, voir s'ils ont compris, Mm. mais moins aller plus loin. Et du coup, c'est l'assistant de révision qui est ultra utilisé à distance pour être sûr qu'à l'examen, ils aient un 18 ou un 20 sur 20. D'accord, l'assistant de révision. Ok. Et les chatbots, enfin, chatbots ou assistants de révision qu'on peut mettre, par exemple, dans des formations en ligne, est-ce que tu en as à recommander des particulièrement bons? Bah non, ça vaut de le créer, mais à partir d'une techno comme Chatbase, qui est assez simple, qui coûte pas très cher, vous pouvez l'intégrer dans votre Moodle, dans votre e-learning, dans WhatsApp, dans Discord. Ce qui est important, c'est là où l'apprenant est. C'est pas lui ouvrir un. Enfin, j'adore les chatbots ChatGPT pour tester. Mm. Quand vous êtes en ChatGPT payant, vous pouvez créer des GPT personnalisés. Oui. L'inconvénient, c'est que vous pouvez pas intégrer ce GPT ailleurs. Il faut aller sur ChatGPT pour pouvoir discuter avec lui. Et donc, ça le fait sortir de son flux naturel d'apprentissage, on va dire, ou son process normal, ce qui fait que ce sera peu utilisé. Mais c'est très bien pour le tester avec vos collègues. Bah tiens, j'ai créé ce petit chatbot. Est-ce que tu peux voir s'il répond bien, s'il fait pas de grosses erreurs et si c'est un intérêt? Si oui, pars sur Chatbase, où il y a d'autres technos qui font ça, mais Chatbase est pas mal. C'est 40 € par mois pour 1000 interactions. C'est-à-dire que toi, créer le chatbot, c'est gratuit, mais c'est le fait d'y répondre qui sera payant.
OK. et c'est des prix pas très élevés. Après, c'est pas ultra RGPD. Je sais pas trop ce qu'ils font de ta base de connaissances. Si tu veux aller aussi Parce que tu le dessus. nourris comment, en fait, avec la base de connaissances? Tu veux lui mettre du bouquin? Il va falloir que tu lui racontes toutes tes formations? Tu peux lui mettre de qu'est-ce que tu lui Alors, ce qui est génial avec Chatbase ou d'autres, c'est que tu peux lui mettre du site web. Si tu as un Notion aussi, qui se mettra, tu peux lui dire d'aller tous les 24 heures dessus pour qu'il mette à jour par rapport aux toi modifications que tu fais. Mais du bouquin, ouais, tu as plusieurs sources, c'est assez complet, donc tu peux le nourrir à fond. Et surtout, ça mettra à jour, s'il y a un référentiel qui évolue et qu'il a le bon lien, bah, il mettra à jour ce référentiel automatiquement. Moi, je te conseille, si ça devient un usage vraiment professionnel, d'aller plutôt sur un Flowise, qui est notre open source, qui permet de faire son propre chatbase. Mais comme tout outil open source, bah, faut le configurer, créer une interface, l'héberger quelque part. Donc, c'est un boulot qui va te prendre 3 à 5 jours si tu n'as jamais fait. C'est un peu plus long, il faut mettre un peu plus les mains dans la technique. Mais pour un proto, le GPT personnalisé ou Chatbase est largement suffisant pour voir si tes apprenants ils utilisent. S'ils n'utilisent pas, te prends pas la tête à faire des trucs complexes, quoi. Mmh. OK. Et bah, du coup, ça fait un superbe enchaînement. Je te remercie pour ce partage sur, bah, justement, au bahut, ton entreprise. Est-ce que vous enseignez, ben, tout ça? Et est-ce que tu peux nous raconter, après, ben, l'histoire qui se cache derrière la création du bahut? L'histoire qui se cache derrière le bahut, c'est que j'ai cofondé Sido et SYDO il y a 16 ans, que certains connaissent peut-être plus sous le nom de Dessine-moi l'écho, des vidéos de 3 minutes qui expliquent l'économie, qui étaient diffusées sur monde.fr, ou sous le nom de Sidologie, qui est un magazine sur l'innovation pédagogique qu'on a commencé il y a une douzaine d'années. Une agence d'une vingtaine de personnes. Dans notre business plan de 3 pages, il y a 16 ans, on avait écrit: «Notre rêve serait de créer l'école dans laquelle nous, on aurait aimé être étudiants». Parce qu'on a tous adoré apprendre, mais pas toujours aimé la façon dont ça nous était enseigné, ce qui s'entend, tu vois? C'était pas tout mauvais, loin de là, il y avait plein de choses géniales et moi je ne taperai jamais sur les profs qui font un boulot incroyable et qu'il faut féliciter et qu'il faut soutenir à fond. Mais je voulais imaginer autre chose que ce qu'on propose à l'université. Ça, c'était un rêve ultime, mais qui est quasi impossible. Sauf que début 2020, bon, moi je me retrouve, j'étais parti faire d'autres choses entre-temps et je me retrouve sans rien. La dirigeante de Sido, Clarence, me dit: «Tiens, Sylvain, j'ai une inquiétude, un souci, un petit problème là, c'est que des clients qui me demandent de louer nos salariés pour mettre en place des stratégies de digitalisation de l'information, en commençant par le LMS, la configuration et créer les premiers contenus. Et ils veulent pas du projet comme nous on propose, mais quelqu'un un peu sur des temps de 6 à 18 mois. Sauf que moi, c'est pas mon modèle, je veux pas Déjà. faire une SS2I, du digital learning. Mmh. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui intéresse d'ailleurs mes collaborateurs. Donc, mais j'ai peur que du coup, on perde nos clients à cause de ça s'ils trouvent quelqu'un qui leur fait tout. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce qu'on peut proposer qui puisse convenir à tout le monde. Et voilà, ça mûrit dans un coin de tête. Et je lui dis: «Bah tiens, est-ce qu'on créerait pas l'école pour former des mini Sido? On va former des mini nous, on va se former des mini concurrents, mais pour nos clients, comme ça on garantit qu'ils aient la bonne approche, les bons process, la bonne connaissance technique pour faire des choses bien. Nos clients seront contents. Du coup, potentiellement, ils continueront à travailler avec nous parce on a répondu à une partie du besoin. Et en plus, c'est plutôt fun, ça nous permet de proposer autre chose comme service en tant qu'agence. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça? Et je dis: «Par contre, je serais pas capable de le faire seul. Il me faut quelqu'un avec moi parce que je sais pas travailler seul». Elle me dit: «Allez banco, voilà un chèque. On se donne 6 mois, on verra ce que ça donne». 4 mois après, on lançait l'école, en septembre 2020, en plein covid, à l'époque. Sachant qu'on avait à peu près un programme parce qu'on voulait former notre savoir-faire à nous, donc on avait à peu près détaillé ce qu'il fallait savoir faire. On avait à peu près des employeurs parce que c'est nos clients. Par contre, il fallait trouver des super candidats. Il fallait trouver un local qu'on n'avait pas du tout et bah, créer cette école, trouver les financements, tout ça. On a fait ça, ouais, en 4 mois, c'était une aventure dingue. Le premier jour, moi, quand j'ai vu 24 élèves face à moi, en moyenne d'âge, à l'époque, ils avaient 36 ans. Maintenant, on est plutôt à 39, mais ouais, c'est plus de 30 ans. Qui repartent un peu à zéro avec une humilité et un courage. Franchement, ouais, je leur dis, chapeau et qui me faisaient confiance à moi, qui était en totale dépression et en manque de confiance en moi. Je suis allé me cacher à la pause pour pleurer tellement c'était, je «Ils sont fous, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi?» Ils se rendent pas compte que moi j'ai même pas je suis nul, en fait. Mais mais ça s'est trop bien Syndrome de passé. l'imposteur à fond, quoi.
Ouais, c'était à ce moment-là, ouais, j'avais perdu confiance en moi par rapport à mon expérience d'avant et je savais pas trop où on allait. Après, je savais qu'on allait tout faire pour que ça se passe bien. On se donnait en tout cas une exigence de moyens. Le résultat, on n'était pas sûr d'y arriver comme on le voulait et finalement, il a largement dépassé nos attentes. On s'est retrouvé face à des gens brillantissimes et avec un taux d'insertion à 95,2% là sur les 4 dernières promos. Parce que, en plus, on faut se racheter une petite difficulté un peu drôle, c'est que on n'est pas diplômant. On propose de l'alternance, mais sans diplôme. Ce qui est un truc pas très connu, pas très évident, Et mais enfin, je veux dire, au niveau de l'égalité, vous avez dû un peu batailler ou ça ouais, s'inclut? grave. Ouais, ah ouais. Ouais, parce qu'il y a rien écrit comme quoi c'est faisable, mais c'est faisable. Faut juste trouver la bonne petite ligne ou la petite porte grise qu'il faut Mm. ouvrir. Ok. Et donc, la première fois où on l'a fait, ouais, ça a été un peu au culot. Et on suit que 2 datas. Un, le taux de recommandation, enfin le NPS, le Net Promoter Score, et le taux d'insertion. Taux de diplôme, on s'en fout, parce qu'il n'y en a pas. D'où c'est et franchement, à 40 piges, j'en ai rien à foutre d'avoir un diplôme. Ce que tu veux, c'est un job. C'est qu'une boîte t'ait fait confiance et te paye un salaire pour ton boulot. Mm. Et pour l'instant, c'est plutôt ce qui se passe. Alors après, avec des choses particulières qu'on a mises en place, si autour de la marque du bahut, moi j'ai toujours dit je veux faire le HEC de Digital Learning. Je suis pas l'école de la deuxième chance. J'adore ce qu'ils font et je les félicite pour tout leur travail. Mais moi, je veux que tous ceux qui sortent de chez moi soient des experts et vus comme des experts. Mm. Par contre, je serai pas discriminant à l'embauche. Quel que soit ton âge, ton parcours, ton diplôme, je regarde pas. Mais je vais te faire des tests pour m'assurer que je peux faire de toi un expert ou une experte du sujet. Donc pour la formation digital learning, ça va être des compétences rédactionnelles. Est-ce que tu es capable, à partir d'un sujet complexe, de m'en sortir une synthèse claire, intelligible et intéressante? C'est une vraie compétence. En plus, on a l'impression qu'avec l'IA, c'est facile. En fait, non, il faut bien comprendre pour voir si l'IA a bien écrit. Et donc, de savoir le faire soi-même déjà, d'utiliser l'IA. Bien sûr. D'avoir une certaine curiosité, d'être intéressé aussi bien par les pneus des avions pour faciliter l'atterrissage et limiter la dépense de freinage, Mm. que la nouvelle assurance vie ou la couverture de toit. Mm. Parce qu'il y a différentes briques, tuiles, façons de faire selon les régions et les climats. Et une agilité numérique, de savoir allumer un Zoom, de savoir faire un PowerPoint de base, de ne pas avoir peur d'aller cliquer sur un login ou un sign-in ou un sign-up, parce que c'est écrit en anglais. Et donc c'est ça qu'on va détecter. On a la chance d'avoir beaucoup de candidats, parce que comme on garantit un job, ça nous attire quand même pas mal de candidatures. Et qu'en moyenne, on en prend 1/10. Ok, donc ouais, il y a une sélection. Parce que là, dans les critères que tu me disais, je me suis dit, bon, à peu près, Pas si ça dur. va. Ouais. Ouais. Ah non, non, en fait, dur. Dur Ouais. parce qu'on est exigeant quand même sur le niveau. Oui, oui. Et tout le monde va pas au bout du test parce qu'il est long et un peu chiant, parce que c'est un peu fait exprès pour voir s'ils sont vraiment motivés. Mm. Et qu'après, bah, faut quand même bien le réussir. Et après, il faut que je te trouve un employeur. Ce qui fait que c'est pas parce que tu as été présélectionné au bahut que tu seras pris, parce que faut que je te trouve un employeur. C'est moi qui fais ce boulot-là. Mm. Donc moi, tu as passé mon premier pré-entretien, mais tu as un deuxième avec un employeur. Et potentiellement, bah, ça va pas coller, parce que tu sauras pas te vendre, parce que tu n'auras pas su rassurer l'employeur comme quoi tu seras une vraie ressource Mm. pour lui, et que c'est un deuxième test aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on va aussi chercher, ce que je dis pas, mais ce qui me paraît évident, des soft skills. Quelqu'un qui sait dire bonjour quand il rentre dans une salle, qui sait envoyer un compte rendu de réunion à la fin de la réunion. Ça paraît tout bête quand on a déjà travaillé en entreprise, mais c'est pas évident pour un jeune de 20 ans qui a fait que l'école. Et c'est ce qu'on recherche, nous, c'est des gens qui ont plus de 25 ans, qui ont déjà une première expérience professionnelle et qui savent déjà faire ça, T'as qu'on trop aura. comporté en entreprise, quoi. C'est ça. Qui savent ce que c'est qu'un DRH. Mais pareil, ça paraît tout con, ça fait sourire. Mais je vous assure que, un jeune de 20 ans, il sait pas à qui s'adresser quand il a une question de note de frais ou de salaire qui est pas arrivé et qui peut arriver de façon un peu franche et cash auprès de son manager qui est pour rien et que c'est pas à lui qu'il faut demander ça. Donc, d'avoir des gens qui savent déjà comment fonctionne une boîte, ça fait gagner du temps et aussi des gens qui savent faire déjà un peu de gestion de projet et qui savent déjà travailler en équipe. Ouais. C'est des choses qu'on va revoir à l'école. Mais du voilà, c'est une formation à la fois élitiste, mais pas discriminante. Ce qui est génial parce que, et gratuite pour l'apprenant, c'est aussi un critère super important pour nous. Parce qu'on a eu des gens brillantissimes, mais qui n'auraient pas eu les moyens de mettre même juste 1000 balles pour venir. Et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs que j'avais écrit sur LinkedIn, où au début, je croyais pour mesurer la motivation, il fallait que je fasse payer les gens. Et en fait, c'est complètement con. Parce qu'il y a des gens pour qui 1000 euros, c'est rien. Donc, ça n'aurait pas mesuré quoi que ce soit.
Pour d'autres, c'est énorme et ça les aurait bloqués. Mmh. Et ce qui les motive par-dessus tout, bah, c'est de dire je repars 1 an à l'école pour de vrai à 40 ans et je repars pour un salaire plus bas que ce que j'ai eu jusqu'ici et par contre, j'ai pas le droit à l'erreur. Mmh. Parce qu'à 40 ans, je peux pas perdre 1 an sur un truc qui peut-être me plaira ou pas. À 20 ans, on peut, zigzaguer. À Ouais, 40 tâter un non, petit peu, ouais, ouais. tu Oui, là, prépares tu tes 25 prochaines années. ouais, tu vraiment investi d'une mission et tu te dis bah, de toute façon, moi qui ai repris mes études, après mon cursus initial, 4 ans après avoir voyagé, bossé et cetera. Ça, c'est clair que quand tu reviens remettre tes fesses sur un siège d'école, il y a plus du tout la même maturité, il y a Pour côté là. ouais, voilà, c'est ça. Il y a moins ce côté: «Bon, bah, on est là parce que c'est la suite et puis voilà». Alors que quand tu décides de reprendre les études, ouais, il y a une vraie, je trouve que d'ailleurs, enfin, si c'était moi, si je devais refaire quelque chose dans l'éducation nationale, déjà, je formerais, comme tu l'as dit, un peu plus les gens à savoir comment va se fonctionner, au minimum une entreprise, tu vois? Sur les échanges avec les autres, qui fait quoi là-dedans. Bon et puis avoir ce côté, césure, en fait. On l'appelle comme on veut, mais un jeune après 18 ans, juste la seule chose qu'il a à faire, c'est aller rencontrer le monde, les gens qui l'entourent, savoir un peu plus, tu vois, qui il est, sortir de son petit nombril et ouvrir les yeux sur, qui je suis, ce que je peux être dans ce monde, ce que je peux apporter. Et 1 an, ne serait-ce que de voyage. Toi, tu as voyagé notamment au Canada, je me souviens. Ouais, récemment, ouais. Mais oui, t'as raison, c'est aussi la chance quand t'as quelqu'un de plus de 30 ans qui se connaît un peu. Et c'est pas simple à 20 ans, parce qu'on t'a jamais posé des questions et que t'as jamais été confronté à plein de choses. Et c'est en grandissant que tu apprends un peu qui tu es. Et ça facilite ta vie quand t'es recruteur d'avoir quelqu'un qui, face à toi, sait ce qu'il veut, sait pourquoi il est là et a fait un vrai choix. Donc oui, oui, mais c'est pas facile à 20 ans non plus. Il faut se construire, il faut apprendre et on a le droit plus facilement à l'erreur à 20 ans qu'à 40 en termes d'orientation. Et Oui. dernière chose que je vais te dire, c'est qu'on est très professionnalisant. Alors, c'est pas que pour faire quelque chose de très différent à l'université, mais un peu. Alors oui, on a la théorie, on a 2 docteurs en interne qui viennent te raconter les sciences cognitives, comment on apprend, blablabla, blablabla, mais c'est 2 jours, enfin c'est 14 heures sur 400 heures de cours, on va dire. Et on ouvre des licences logicielles aux meilleurs logiciels du marché, gratuitement pendant toute la formation, pour qu'on puisse réellement créer un jeu sur Storyline, soit sur Articulate, des contenus sur Genially, des e-learning avec IA sur Autrice, qu'on puisse animer des classes virtuelles avec Zoom ou autre. On leur donne des accès à 360 Learning, RiseUp, Didas, TeachUp et Moodle. Ça, Moodle, il est hébergé chez nous en termes de LMS. Et une vingtaine d'outils comme ça du marché qu'on trouve vraiment intéressants. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur dans toutes les situations. Ça va permettre d'avoir un vrai choix, de se faire une vraie idée et d'avoir concrètement implémenté une formation sur un vrai LMS et pas sur un Parcourus. Je suis désolé, c'est très bien Parcourus, mais c'est pas ce que tu vas découvrir en entreprise. Donc sur des vrais outils qui sont utilisés par exemple ailleurs, sur du Elucidate, sur du eSpring et d'autres. Et ça, c'est un peu notre différenciation sur le marché, c'est que nos étudiants, ils ont fait. C'est pas ils ont entendu parler que ça existait, c'est ils ont produit réellement des choses et ils sortent avec un portfolio. Et l'autre truc, tiens, dont j'ai parlé récemment, on le disait dans les webinaires, là, mais je l'ai enfin rédigé, c'est qu'on accepte que ça ne convienne pas à tout le monde. Mmh. Donc j'ai formalisé une sorte de contre-entretien avant même que tu postules, que tu dois lire, où je te raconte tout ce qui est un peu gris chez nous, tout ce qui n'est pas parfait, ou qui peut ne pas te convenir. Par exemple, il y a pas de notes, donc il y a pas de classement, il y a pas de compète interne. Ça veut pas dire que tu es pas évalué, parce qu'on va dire si tu as acquis telle compétence ou en cours d'acquisition ou tu as rien compris sur chacun de tes travaux, mais tu verras pas par rapport aux autres, parce que c'est pas un sujet de compétition, à ce stade de la vie, pour moi. Pareil, on va pas toujours donner de correction officielle. Sur un exo où on t'a demandé de faire un jeu Articulate pour expliquer les règles du jeu d'échecs à des collégiens, nous, on a fait ce travail chez Sido. Donc on peut te montrer ce qu'on a fait, mais il y avait plein de moyens d'y arriver. Donc on ne dira pas: «Tu pas fait comme nous, c'est pas bien». Non, t'as dans les temps, dans l'objectif d'argent et dans les objectifs pédagogiques, tu as atteint, bah, bravo. Donc il y a plein de façons de faire et on veut pas t'imposer une façon. C'est le truc génial dans notre métier, c'est qu'on a plein de façons d'arriver à l'objectif. Tant qu'il est atteint, on n'a pas à nous dire: «C'est mieux, moins bien». Carrément, ouais. Mais ça peut être frustrant et on est en présentiel. Alors ce qui est aussi très paradoxal pour une formation qui forme à savoir faire des formations à distance passionnantes, nous, c'est quasi 100 présentiel. Pourquoi? Parce qu'en tant que formateur,
on s'éclate vachement plus quand on a les gens face à nous. Mmh. Un, et qu'on veut s'éclater, déjà. Et deux, parce que c'est moi qui est pas un employeur à chacun, et je sais qu'il y a des moments dans la formation où ils vont douter, où ils vont galérer, où ils vont se noyer, où ils vont pleurer, et je vais être là pour les aider. Parce que s'ils sont à distance, je peux les rater, et j'aurais eu un plus gros taux d'abandon, ou un plus gros taux d'échec à la fin, de gens qui se sont perdus, parce qu'à un moment, il y a un truc qui a bloqué, et on n'a pas été là, on n'a pas vu suffisamment vite, parce qu'à distance, ça va être dur de détecter ces signaux faibles, alors qu'en présentiel, plus facile. Et troisième raison, c'est bizarre, mais je t'ai dit que je voulais créer le HEC du Digital Learning, et pour moi, il est très important de créer une dynamique de promo. Alors, il n'y a pas de B2, il n'y a pas de bizutage, il n'y a pas de soirée où on se bourre la gueule. Mais il se crée une dynamique folle entre eux. Et les anciens du bahut se recrutent les uns les autres. Alors, il y a des mafias du bahut comme ça dans plein de boîtes. Ils sont 6 à EM Lyon, ils sont 6 ou 7 chez Skills Day, ils sont 5 au JPAL à Lyon, c'est Éducation nationale. Parce qu'ils savent qu'ils ont une même méthodologie, une même façon de penser, de travailler. Ils Ils savent leur que permettent. c'est des bons, quoi. Et ils savent que c'est des bons. Et entre eux, ils vont beaucoup s'auto-recruter. Mais pour ça, il faut connaître les gens. Tu as fait une formation à distance où tu as généré entre tes collègues, Mmh. bon, tu as moins d'attaches. Et entre eux, et aussi, dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage entre pairs. Dans la promo, on a d'anciens développeurs web, donc les gars sont super forts techniquement, ils peuvent aider la voisine qui est, elle, graphiste, qui va être super forte visuellement, ou le voisin graphiste, etc., etc. Et en fait, nous, on leur apporte une base, mais entre eux, qu'est-ce qu'ils apprennent aussi? Parce que c'est des pros, parce que c'est des adultes. Et pour Ouais, nous, dès chacun qu'ils arrivent apporte des choses, complémentaires à son sa que ça, il a compétence, en vécu de exactement et que c'est plus facile à mettre en place en présentiel qu'à distance. Voilà, des éléments un peu clés de notre formation, qui a les valeurs ou la signature pédagogique et tous les cours sont donnés par des pros qui sont des pédas, mais qui sont pas des profs full-time. C'est des gens qui vivent ça au quotidien dans leur métier, qui viennent raconter ce qu'ils vivent, qui partagent 1 heure de théorie sur un sujet et qui souvent font faire des cas pratiques et toutes les semaines, ils ont un projet à rendre, une vidéo, un podcast, un e-learning complet, etc., etc. OK, Et d'accord. ça, c'est la philosophie du bahut, sachant qu'on a la même du coup sur la formation chef de projet IA, qui est là très technique sur l'IA, qui a d'autres tests à l'entrée, parce qu'on va moins regarder les compétences rédactionnelles, c'est moins l'enjeu, que une certaine logique algorithmique. Et c'est une sorte de test de QI pour voir si tu es un peu ingénieur dans ta tête, même sans avoir fait d'école d'ingé. Mmh. Parce que est-ce que tu sais que quand on construit une maison, la première chose, c'est pas de choisir où vont être les chiottes, c'est de voir comment vont être les fondations en fonction de ce que tu vas mettre par-dessus. Mais ça fait beaucoup sourire, mais en fait, quand je forme des gens en IA et des gens qui se posent des questions de détail avant même de voir c'est quoi la big picture, c'est quoi ce que je veux faire avec. Et que ça se détecte un peu. Donc, on a mis en place des tests pour voir des profils comme ça. Et dans des surprises incroyables, un de nos super étudiants de la promo 1 était footballeur pro, puis entraîneur des gardiens d'une équipe pro au football. Mmh. Et n'avait jamais vraiment utilisé un ordi dans un cadre professionnel. Et c'est un tueur, il est super fort et en formation et en audit de tes process pour voir là où l'IA pourrait t'aider, et après même en réalisation du process IA. Alors que sur le papier, tu vois, il n'avait pas ni les diplômes, ni le parcours idéal. Le mec est trop fort et brillant, et c'est pour des profils comme ça que nous, on est trop contents de faire ce boulot. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivera. Si je rappelle le truc du début, il y a des gens où on leur a dit, désolé, a priori, on ne sent pas le truc avec toi, on n'a pas l'impression que tu as ce niveau de compétence de base qui va nous permettre de te rendre super fort. Ça veut pas dire que tu ne veux pas le faire ce métier. Mais chez nous, ça risque d'aller trop vite et on n'aura pas la structure pour t'accompagner. Mmh. Et c'est quoi justement l'une des caractéristiques ou des avantages qu'il faut avoir quand on est, justement, bah, digital, accompagnant, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir, en premier, ou que tu distingues chez tous les apprenants que vous avez? Cette curiosité intellectuelle, parce que finalement, on est des gens qui faisons. Alors oui, on a des docteurs, mais même nos docteurs, ils adorent faire la Yuri. Il y a 2 jours, il a sorti Sidology.ai, qui est une appli avec plein de petites applis IA pour aider les concepteurs et enseignants à mieux utiliser l'IA. Et c'est l'itération, on a appris en faisant. Donc c'est des gens qui sont OK de tester, de pas nécessairement avoir la bonne réponse du premier coup, et qui vont chercher, qui ont cette exigence de chercher les meilleures réponses pour autant, mais sans savoir laquelle était la bonne avant de démarrer. C'est aussi ce côté, je vais tester, je vais voir ce qui marche et je vais me faire ma propre expérience.
Et par rapport à mon public, par rapport à mon sujet, par rapport à ma culture entreprise, bah, je saurais m'adapter parce qu'il n'y a pas qu'une méthode. Et c'est plus des profils comme ça que je vais rechercher que des gens qui veulent pouvoir dérouler parce que c'est toujours varié. Là, je saurais pas trop les aider. OK. Et tu parlais tout à l'heure, de faire justement utiliser, différents outils comme, voilà, tu les as tous, nommés, mais il y a autre voilà. Aujourd'hui pour toi, c'est qui si tu devais, il ne devait en exister plus qu'un d'outil parmi tous ceux-là, ce serait lequel que tu choisirais? Moi, un outil là, s'il devait disparaître, je serais pas bien, c'est Gamma, GA2MA, Mmh. qui, à partir d'un contenu que j'ai rédigé, d'un livre blanc, de notes que j'ai prises ou d'un docword où j'ai mis toutes mes idées, me génère une présentation PowerPoint Mmh. propre, facile à modifier. Alors, il y a toujours du travail dessus, hein, ça fait 80% du boulot, il faut que je rajoute les 20% derniers, de m'assurer le truc, de rajouter autant de slides que je veux, mais je ne vois pas les couleurs, je suis très mauvais graphiste, ça me fait un truc propre, nickel, à ma charte, à mes couleurs mis en forme. Et ça m'enlève une charge mentale de dingue de devoir démarrer un PowerPoint from scratch où je suis sûr, même si j'y passe 10 heures, de faire de la merde. Là, Gamma, je vais y passer que 2 et ce sera pas trop mal. Donc ça, c'est mon outil du quotidien. Ton outil à toi, OK. Après, Et Claude, pour la formation, voilà, je souhaite, me lancer dans la formation en ligne, ce qui est le cas de nos auditeurs ou en tout cas qui sont dans ce milieu-là. S'il devait y avoir pour toi un outil qui doit rester, c'est lequel? alors je vais t'en donner 2. Il y a Storyline, il n'y a pas le choix. Mmh. Parce qu'il est présent dans quasiment toutes les boîtes, Articulate. Et que si tu es bon sur Storyline, peut faire vraiment des choses intéressantes, c'est ultra personnalisable. Mais il va falloir utiliser Claude à côté ou GPT. Je préfère Claude. Pour coder des petits objets en plus ou des petites activités en plus, pour qu'il y ait un timer, pour que il se passe des actions quand tu fais certaines choses sur la page. Le pur storyline de base qu'on connaît dans la plupart des boîtes où c'est des sites PowerPoint traqués, ça n'a pas beaucoup de sens. Autant faire ça sur PowerPoint. Mais franchement, le storyline, tu peux vraiment le gamifier, le rendre un peu plus humain et un peu plus fun. Indispensable. Parce que c'est quasiment, il y a des licences un peu de partout, il faut que tu l'aies. Par contre, va regarder Autrice, moi c'est mon petit chouchou du moment, où sur Storyline, pour l'accessibilité, c'est assez compliqué à créer, de faire des storylines accessibles. Autrice, ils t'enlèvent cette charge-là, parce qu'ils ont mis des IA pour automatiquement transformer tous tes contenus pour qu'ils soient accessibles à certains handicaps. Tu as la dyslexie, le daltonisme, c'est pour ça que ça me touche, que je suis très daltonien. Euh, les malvoyants, les malentendants, enfin, tu as 8 comme ça handicaps qui sont listés, et c'est l'apprenant qui choisit son handicap et l'adaptation dont il a besoin. Mais toi, en tant que concepteur, tu n'as fait qu'une version. Et D'accord. une version complète, sympa, qui va à ceux qui n'ont pas de handicap, mais qui sera modifiée automatiquement pour ceux qui en ont un. Et je trouve l'outil très intéressant pour cet usage-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites, parce que du coup, tu es contraint, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas tout personnaliser. Par contre, c'est là où je trouve bien, c'est qu'il est quand même très personnalisable, mais il en est complexe. Donc, si t'es pas un peu un GPDA, si t'aimes pas un peu bidouiller, triturer, tu risques de faire quelque chose qui est pas terrible. Donc, c'est cool parce que c'est quand même pour des pros du métier. Ouais, ça fait le tri, mais quand tu sais l'utiliser, tu peux avoir des trucs, des résultats, vraiment sympas, quoi. Et si t'as jamais fait, le troisième, on en parlait tout à l'heure, c'est le chatbot, l'assistant virtuel pour t'aider à préparer tes examens, pour t'aider à avoir des définitions sur un cours qui est un peu complexe, pour t'aider à savoir où trouver une ressource. Franchement, une fois que vous en avez fait 3-4, ça prend plus que 2 heures à créer et je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée sur des cours à distance où il n'y a pas quelqu'un qui est là dispo, mais vous avez presque à le virtualiser cette personne. Ça n'empêche que vous pouvez avoir accès aux réponses données par ce chatbot pour les réviser en cas de problème. C'est-à-dire les reprendre et rappeler la personne. Mmh. D'accord. Bah, merci pour ce partage, d'outils. En tout cas, c'est bien noté. Par rapport à, on parle d'innovation pédagogique, depuis le début avec, le bahut et cetera. Selon toi, qu'est-ce qui est réellement innovant dans la formation aujourd'hui et ou qu'est-ce qui est un peu un effet de mode? Par rapport au marché, à ce que tu entends de différents entrepreneurs ou de différentes personnes que tu formes, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? L'effet de mode, c'est l'IA. L'IA n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Et je trouve que c'est plutôt mal utilisé ou pas. Enfin, te dire que l'IA va te créer ton cours, non, c'est pas vrai. Déjà, faut que tu aies un cours qui soit complet, fiable, avec tous les éléments, ce qui n'est pas toujours simple.
Et même à partir de ça, il va falloir rebosser. Parce que si tu prends tel quel ce que sort l'IA, bah, c'est jamais très très bon. Et je trouve ça dommage que toutes les boîtes aillent là-dessus parce que ça fait croire que l'IA peut te remplacer. Alors que franchement, moi, j'ai jamais été très convaincu. Je connais peu de concepteurs convaincus par ça. Mmh. L'autre effet de mode, c'est tout digitaliser. Penser que tout pouvait se faire en asynchrone sans accompagnement. Donc pour moi, le vrai truc intéressant, c'est l'hybridation. C'est quand tu peux faire une partie à distance et que tu as un accompagnement sur des cas pratiques. Faut pas oublier qu'on apprend aussi en faisant, en faisant des erreurs, en s'entraînant. Et que souvent dans l'asynchrone, c'est très compliqué à faire ou ça coûte très cher pour que les gens puissent s'entraîner en solo et être évalués en solo. Et que c'est là où la vraie innovation, alors ça a rien de très innovant, mais il y a eu tellement un switch 2020 de faut tout digitaliser, à que là je trouve qu'on revient à un truc de plus mature, plus sain qui est, en fait on va digitaliser une partie théorique où en fait ça sert à rien qu'on se répète tout le temps. Et que ça on peut le passer à distance, on va faire de la classe inversée et on va faire du cas pratique avec le formateur, avec l'accompagnant, avec le tuteur. Ou entre collègues, on fera l'apprentissage entre pairs avec un système aussi un peu de knowledge management, où finalement, pas besoin de former à ça, mais il faut qu'ils trouvent la ressource et qu'ils sachent qui contacter quand ils ont une question. Je trouve aussi ces communautés d'apprenants devient intéressant parce que les gens apprennent beaucoup entre eux aussi. Parfois, on apprend plus d'un collègue, d'un père que d'un prof ou d'un expert. Et que c'est une dynamique à mettre en place qui n'est pas toujours si simple. Ça paraît. Mais d'où faut pas arrêter la machine à café, d'où faut pas arrêter les messageries internes. Et il faut plutôt créer ces espaces pour que ce puisse être faisable. Bah, l'apprentissage par les pairs, c'est la dernière marche de la pyramide d'apprentissage, hein, donc ça, c'est sûr qu'il faut l'encourager en formation, sinon, on passe à côté de plusieurs choses, ouais. Mmh. Bah, je te remercie pour ce retour. Alors, je vais te poser quelques questions. On va finir cette interview par quelques questions un petit peu drôles que j'ai imaginées pour, bah, voilà, avoir ton avis sur certaines choses ou voilà. Donc je vais te les poser, puis si tu pas, les réponses, tu me dis: «On passe» et puis sinon, bah, voilà. Joker. Mmh. Voilà. Donc la première question par rapport à ça, c'est si tu devais remplacer les formateurs du bahut par des célébrités, qui recruterais-tu et pourquoi? Oh punaise, dur. Ah! S si j'ai, alors j'ai professeur Jourdan, dont je suis très fan, un bel coulu ses publications, je le trouve génial. J'aurais Yann Horry, qui est responsable d'innovation pédagogique. Alors j'ai vu qu'il était à Genève maintenant, il était à Hong Kong avant. Je le trouve vraiment intéressant parce qu'il partage des vraies expérimentations de profs et pas des trucs waouh magiques. Et Philippe Mérieux, parce que c'est un des premiers à avoir essayé de réfléchir l'éducation de façon scientifique, intelligente, mais très humaine aussi, OK. et que j'adorerais qu'il intervienne chez nous. D'ailleurs, c'est un petit appel, hein, s'il veut passer, les gars. Si un jour ça arrive dans tes oreilles, eh bien écoute, tu sais que le bahut t'attend. Si tu pouvais, non, pardon, si on t'offre une machine à remonter le temps, mais tu ne peux retourner que dans un moment gênant de ta carrière ou de ta vie, tu choisis lequel et que fais-tu différemment? Alors, pas grand-chose. Alors, moment gênant, ça va être fin 2019. Je me suis fait virer comme une mère par mes investisseurs et je pleure. Et je mets un peu de temps à me remettre. Et est-ce que je... Et peut-être plus avoir confiance en moi sur cette école que j'aurais pu prévoir un peu plus vite, un peu plus belle. Au début, j'avais tellement peur d'échouer que j'ai pas voulu dire que c'était Sido qui était derrière. Parce que j'avais peur que ça se plante et que Sido est une très très belle marque, trop belle, et que je voulais pas l'abîmer. Et qu'aujourd'hui, du coup, j'ai du mal à faire savoir parfois que le Bahut, en fait, c'est Sido. C'est vrai que pour connaître Sido depuis le début et cetera, enfin toute l'entreprise, moi aussi j'ai eu du mal à raccorder les choses à un moment donné, mais ouais, ouais. Donc c'est plus ça, c'est d'avoir un tout petit peu plus confiance en moi à ce moment-là pour dire que c'est le Bahut by Sido, pour certes créer une marque, pour montrer que c'est pas le même métier exactement. C'est un qui est de la formation, l'autre qui crée des formations pour les entreprises, mais que c'est une même logique, une même philosophie, que c'est les mêmes gens, parce que les intervenants du Bahut sont les consultants de Sido. Mmh. OK. Si tu pouvais fusionner ton cerveau avec celui d'une autre personne pour devenir une version améliorée de toi-même, ce serait qui? Un entrepreneur, un artiste, un savant fou et idéalement un nom. Clarence Thierry, mon associé chez Sido, qui est ultra complémentaire, ultra forte. Si j'étais nous deux, bah, qu'est-ce que je serais puissant. Bah, t'es déjà vous 2 puisque vous êtes associés. Oui, mais je suis très très mauvais manager. Je sais pas faire, j'arrive pas à le faire, j'ai pas envie de le faire.
Ah oui, bah, Et en général, c'est c'est les indicateurs qui font que tu vas faire quelque chose de pas très, très bon si tu t'y mets. exactement. Je sais bien donner envie à 3 associés en donnant une vision claire et en les soutenant et en les accompagnant. Je suis moins adepte. À partir du moment où ils commencent à avoir des process, des jobs beaucoup plus spécialisés et vu que je ne prends pas le temps de le faire, du coup, je le fais pas et donc je le fais mal. Mmh. Là où Clarence est super forte, on n'a pas de turnover dans notre boîte. Les gens, ils aiment bien leur job, ils s'éclatent. Et enfin, si j'avais cette compétence-là, je serais plus à l'aise pour avoir fait grandir mes boîtes et j'aurais moins de limites, parce que j'ai énormément de limites, moi, sur le développement de mes entreprises, vu que je sais pas manager. Et d'où j'avais laissé Sido à Clarence un temps. Et elle a fait grandir, et elle a bien mieux que moi d'ailleurs. Et voilà, j'adorerais avoir ces compétences-là. Ouais, parfois, vaut mieux déléguer des choses qu'on ne sait pas faire plutôt que de s'acharner à vouloir les faire mieux, hein. Et rester dans sa zone de génie et puis faire ce qu'on a à faire. Moi, c'est Oui, ce que je d'où fais, ça il me marche. faut quelqu'un comme ça à côté de moi, c'est sûr. Ouais. Parce que ma force, c'est de ne pas avoir beaucoup peur et de foncer quoi qu'il se passe et de mettre les moyens qu'il faut pour atteindre l'objectif. Par contre, après, je suis pas toujours bon pour le reproduire 2-3 fois parce que une fois que j'ai fait une fois, j'ai tendance à m'ennuyer. Oui. Mais je commence à gagner de l'argent à la 3e ou 4e fois, en fait. Donc je je coûte de l'énergie et de l'argent potentiellement à mon entreprise, d'où il faut quelqu'un à côté qui dit: «Bah, OK, c'est cool, maintenant on refait et on le fait encore mieux et on continue et on met des hauts places des process». Voilà, donc j'aimerais bien avoir cette compétence-là, d'où, Clarence pour prendre une célébrité qui est pas si connue que ça. Elle devrait être plus. Elle est très forte. Ça marche. On te donne 100 millions d'euros pour renverser le monde de la formation, que ce soit l'école, d'accord, ou la formation professionnelle. Qu'est-ce que tu fais en premier? J'en ai pas la prétention, je sais pas ce qu'il faut faire et c'est beaucoup trop d'argent pour moi. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. OK. Si tu pouvais implanter directement une compétence dans le cerveau de tout le monde, comme dans Matrix par exemple, ce serait quoi et pourquoi? On parle de pouvoir, hein, on rêve un peu, hein. Ouais, ouais, mais c'est cette capacité à apprendre toute la vie Ouais. et de savoir se remettre un peu en question et d'être passionné d'apprendre de nouvelles choses. On peut tout est passionnant. Que ce soit, les Lego, les allumettes. Alors moi, tu sais, les même du salaire, bon, j'ai trouvé ça cool que, dans le dîner de con, celui qui se fait Ah. hem, Mmh. j'ai plus son nom, mais Oui. et qui se fait ses sculptures d'allumettes, dont on se moque. Franchement, moi, quelqu'un qui sait m'en parler, qui m'expliquait pourquoi il s'éclate à faire ça, je trouve ça génial. Mmh. Donc je trouve ça dommage que ce soit devenu ridicule d'être fan des cartes Pokémon ou de tiens, hier, j'ai rencontré un étudiant en grande école, il a gagné des centaines de milliers d'euros à 20 ans parce qu'il a créé des maps, des cartes sur un jeu en ligne qui sont achetées par des joueurs et l'éditeur lui reverse des royalties à chaque carte téléchargée, à 20 piges. Je Ouais. trouve ça incroyable et moi je trouve ça passionnant de pourquoi il était rentré là-dedans à fond, comment il l'avait fait, quelle était la stratégie marketing derrière pour faire connaître ses cartes. Donc, moi, tout talent, enfin, voilà, j'aimerais que les gens aient plus de passion, limite, mais quelle qu'elle soit, il n'y a pas de jugement de passion. Et que c'est là où on progresse, on apprend et en fait, on développe ses propres compétences. Et j'aimerais qu'on ait tous cette capacité-là parce que après, j'entends qu'en fonction des parcours de vie, des moments difficiles, on n'ait plus ces envies-là et qu'on soit un peu cassé par la vie. Et c'est dommage, j'aimerais que tout le monde retrouve cette envie d'enfant, de s'éclater, quel que soit le sujet. Yes, j'ai la même envie que toi. Imaginons que demain tu es banni à vie de tout ce qui touche à la formation. Tu fais quoi pour gagner ta vie? Tu sais, moi, il y a 25 ans, je faisais des bijoux pour cheveux. OK. Il y a 20 ans, j'ai fait une bande dessinée pour expliquer à des collégiens comment lancer un projet, d'entreprise ou pas. Et j'en ai quand même distribué plus de 500 000 dans le monde de l'éducation. Et il y a 10 ans, je faisais un logiciel pour les commerciaux afin qu'ils traquent la lecture de leur devis, de savoir qui l'avait lu, combien de temps, quelle page, dans quel ordre, etc. Donc moi, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai plein de passion. Mmh. Ce serait pas un problème, quoi. Ce serait juste, on rebondit sur autre chose. Après, c'est parce que c'est un milieu qui te plaît, la formation. Donc, si tu devais choisir un autre de milieu, tu retournerais dans les bijoux de cheveux ou tu retournerais plus vers quoi, en fait? Mon Ou dernier rêve, t'apprendrais un tout nouveau ce sera métier? un tout nouveau truc. Je voudrais faire du beurre. Très bien.
Euh, ça paraît fou, mais au Canada, ils ont pas de bon beurre. On se rend pas compte à quel point on a de la chance en France d'avoir des bons beurres avec un bon taux de matière grasse. Alors attention, regardez, après avoir écouté ce podcast en supermarché, les beurre premier prix, ils ont un taux de matière grasse très bas parce qu'il y a beaucoup de flotte, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de goût. Pour avoir du goût, il faut qu'il y ait beaucoup de matière grasse. Et pour faire la pâtisserie, il faut beaucoup, beaucoup de matière grasse. Pour faire la pâte feuilletée, il faut 84%. Mais la plupart des beurres que vous trouverez en supermarché sont à 82. Vous pouvez prendre de l'AOC Poitou-Charentes pour faire de la pâte feuilletée, c'est du 82, mais qui a un grain particulier qui fait que ça marche. Mais voilà, enfin, sujet passionnant. Et ça te parle dans les grands restaurants, le beurre bordier, là, le petit beurre incroyable qu'ils te mettent à table, qui est parfois au Oui, piment d'Espelette ou à l'ail oui, des oui, oui. ours. À la truffe, moi j'en ai Ah, un mangé un. truc enfin extraordinaire. Et je rêverais d'avoir des petites crèmeries, mais dédiées au beurre dans les grandes villes, pour que ce soir, tu as un dîner avec des copains et tu fais un repas fruits de mer et tu aimerais avoir un beurre au citron, un beurre citronné, ou un beurre au thym parce que tu as un plat et que ça rappelle quelque chose, et que tu puisses acheter ta plaquette de 100 grammes, alors certes un peu cher, mais ultra luxe, Bah oui. avec du bon pain. Qu'est-ce que je trouve l'expérience incroyable! Et ça n'existe pas. Bordier est une des dernières boîtes artisanales en France à faire du beurre, en Bretagne uniquement, et qui vend qu'aux restaurateurs. Et oui, j'aimerais vendre aux restaurateurs, mais j'adorerais vendre aux particuliers et fabriquer mon beurre en ville et de ramener un peu l'industrie artisanale en ville. Voilà, mon dernier rêve. Après, bon, pour l'instant, j'ai suffisamment de boulot, donc c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que ça me prendra un jour. Ah mais c'est original, je m'attendais pas à une réponse comme ça, tu vois. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, qu'on a de la chance, en tout cas, on se chance d'avoir Bon produit laitier. des bons produits laitiers, ouais, ça c'est. Et pour finir, est-ce que tu as, puisque tu nous en as parlé en début de ce podcast, une histoire totalement inutile à nous raconter? Qu'on se retrouve un petit peu en moment dominical autour d'un bon beurre, justement, et que tu puisses nous partager cette histoire. Sais-tu qui a dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends? Ah non, mais je la connais cette phrase, en effet. Mais elle est beaucoup attribuée à Nelson Mandela, mais Ah Nelson oui, Mandela n'a jamais dit ça. ok. C'est né dans aucun de ses bouquins, aucune de ses interviews écrites. On a même été jusqu'à contacter la fondation Nelson Mandela, parce qu'il existe une fondation tenue par ses descendants. Il n'y a aucune preuve que ce soit lui, même si ça correspond à sa philosophie. L'auteur le plus lointain que j'ai trouvé, mais c'est, je pense, pas le bon. Sa phrase, c'est au Jiu-Jitsu, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. C'est un prof de Jiu-Jitsu brésilien qui enseigne au Japon. Pour toute l'histoire, j'ai trouvé ça, je crois, en 62 ou 63, j'ai trouvé ça. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui non plus. C'est probablement une situation apocryphe et populaire, qui est très belle, hein. Mm. Mais comme il y en a une de Franklin sur tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, blablabla, et tu me fais faire, j'apprends. Qui est Mm. pareil, qui est pas de lui, qui est apocryphe complètement. Et la dernière, pourquoi je suis fan de citations apocryphes, donc qui sont mal attribuées. Euh, le, Même le plus drôle, c'est la prosopopée. C'est quand tu fais dire quelque chose à quelqu'un qu'il n'a jamais dit, ou tu fais croire que c'est lui qui l'a dit, qu'il l'a jamais dit. C'est Ça assez marche marrant. pour soi-même, en fait. C'est genre, on se dit, c'est moi qui ai créé cette phrase, c'est de la prosopopée. D'accord. Ça peut être ça tout à fait. Enfin non, c'est tu vas faire parler quelqu'un, mais il a jamais dit ça. Ah, ok. Euh, il y a certains politiques qui sont spécialistes de faire parler De Gaulle alors qu'il a jamais dit, c'était même pas ses idées, mais pour faire croire que c'est puissant. Mm. Et non, j'en ai une dernière, moi, c'était ma citation quand je me suis lancé dans mes bijoux pour cheveux il y a 25 ans, qui était ils ne savaient pas que c'était impossible, que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce que tu connais cette citation? Ça te Oh, oui, parle? je la connais. Oui. Elle parle à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'on est un peu tous là-dedans de dire c'est impossible et j'ai quand même essayé. Attribué à qui, tu sais? Non, même si j'ai tout un livre qui a été écrit par Michael Aguilar sur les citations d'entrepreneurs, etc. Et de tout ça, et il y a ces 100 proverbes ou citations par rapport à ça. Et tout Inspirante. ce que tu dis, inspirante, et tout ce que tu dis, j'ai les noms dedans, hein. Je les ai toutes lues. Et probablement des faux du coup, parce que ce n'est Et pas du coup, Mark bah, Twain. peut-être, ouais. Ok. C'est Alors pareil, il manque le début. J'ai pas exactement la phrase. Tu retrouveras ça sur C'est vrai ça quelque part sur notre site web ou sur internet. C'est il était idiot, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. C'est pas une ode au courage, à la persévérance, à la témérité, c'est plutôt une ode à la bêtise, à la naïveté. Et j'adore cette idée-là. N'oublie pas tout à l'heure, j'ai dit redevenons des enfants. Et là, il y a un petit côté comme ça. Bon, tu sais pas, t'es un peu bébête, essaye. Ça se trouve, ça marchera et je trouve ça trop cool de le rappeler, surtout que c'est un auteur français. C'est Marcel Pagnol, dans un bouquin en 56, je crois, sur le cinéma.
OK, génial. Non, Bah, mais c'est pas si totalement inutile tes histoires finalement. Moi j'adore, hein, franchement. On devrait faire des repas dominicaux ensemble plus souvent parce que moi c'est vraiment le genre de truc, je peux rester comme ça pendant 2 heures à écouter. Oui, ça changera pas la face du monde de parler de ça, mais ah, mais moi aussi, ça me passionne, ça m'éclate, ouais. mais je me rends compte parfois je suis un peu seul, donc Ah mais écoute, ça, bah, pense à moi. Dans ces moments où tu penses que tu es seule, au moins on est 2. ah merci, c'est gentil. Bah, écoute, merci pour cet échange Sylvain qui est C'est tout. extrêmement, passionnant. Merci pour tout ce que tu nous as, partagé et puis, bah, on se retrouve, bientôt pour d'autres aventures, avec plaisir. À bientôt, ciao. Salut! Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.